Pour la 48e fois, le peuple russe était dans la rue, convié à venir admirer sa puissance un matin glacial de 1er mai. Une fois de plus, il venait contempler ces merveilleuses machines, ces engins prodigieux, en un mot, ces fusées. Le choix de ce pays tout entier tourné vers l'industrie lourde ne veut plus d'autres symboles et passe rapidement sur les chars et les canons. Seul maintenant ce qui part dans l'espace est capable de déclencher l'enthousiasme chez les hommes. On peut voir dans ces armes les garants de la paix, la manifestation d'une agressivité contrôlée ou la légitime défense. En réalité, pour le moment, le peuple soviétique comblé d'orgueil pense qu'il va arriver le premier sur la Lune. Et comme son rival américain, il y pense beaucoup. Mais l'esprit est un peu différent. Est-ce parce que l'effort qui lui est demandé est plus personnel et se traduit par des difficultés quotidiennes et non par un sacrifice d'argent? Est-ce parce que tous, ici, se rappellent que tout cela est devenu possible en très peu de temps et grâce à chacun d'eux? Toujours est-il que ce peuple imaginatif donne à la conquête de l'espace un caractère qui lui est propre. Ce n'est pas par hasard, c'est l'auteur le plus cité par les savants que nous avons rencontrés, et Jules Verne. Nous n'avons vu de l'astronautique soviétique que 2 cosmonautes charmants et des séquences filmées. À part cela, tout est secret. Les laboratoires, les usines, les bureaux et le mystérieux Baïkonour réservé aux chefs d'État. Alors, en attendant, l'on vous conseille à Moscou d'aller voir le pavillon du cosmos de l'exposition, visite hautement instructive. Le cosmos, c'est le ventre bien astiqué de lune à 9, les Vostok brûlés, les dessins de stations dans l'espace. Toutes ces techniques, même celles de science-fiction, semblent classiques. Mais les songes russes redonnent vie et signification à ces morceaux de métal. Mars, Vénus, c'est la connaissance, c'est intéressant. Mais la Lune, c'est un vieux rêve d'abondance à peine transformé. La Lune, c'est l'âge d'or, c'est l'aventure mêlée au plaisir d'utiliser l'univers, de le posséder pour en profiter. Ces adolescents qui encerclent joyeusement Kamarov et Leonov, venus avec nous au pavillon du cosmos, ont été élevés dans le respect et la familiarité de la chose scientifique qui matérialise leurs efforts. Peut-être, tout doucement, deviennent-ils plus avides de satisfactions immédiates. Peut-être que quelque chose est en train de changer en URSS. Mais la science de l'espace, à tort ou à raison, qu'on le veuille ou non, est encore du domaine de l'idéalisme. Et la foule garde intacte pour d'autres le sentiment de ferveur éprouvé pour Gagarine le premier. Tous les enfants d'Union soviétique savent mettre un nom sur ce visage, celui de Tsiolkovsky, un obscur professeur de Moscou qui imagina, dessina, calcula, dès la fin du siècle dernier, des astronefs propulsés par fusée, capables d'emmener des hommes à la conquête des planètes. Ce n'est peut-être pas par hasard que le premier Spoutnik lança ses bip-bip autour de la Terre en octobre 1957, au moment où l'on fêtait en URSS le 100e anniversaire de la naissance de Tsiolkovsky, considéré là-bas comme le créateur de l'astronautique mondiale. Il faut des héros au peuple russe. Et les cosmonautes, héros de la science, sont les porte-drapeaux qui illustrent la volonté du pays d'être partout le premier sur le chemin du progrès. Que le mystère soit entier, le secret rigoureux autour des projets et des réalisations spatiales,
ne trouble pas les soviétiques. Personne ne sait quel est le prix payé, ni combien d'hommes travaillent pour la conquête de l'espace. Parfois, les soviétiques voient sur leur téléviseur des images comme celle-ci, qui nous montrent en tout cas que les techniques d'entraînement des cosmonautes russes sont à peu près les mêmes que celles de leurs confrères américains. Dans le domaine spatial, on rencontre pourtant la bonhomie, l'absence de soucis esthétiques, la décontraction souriante qui caractérise presque tous les centres de recherche en URSS. Avec aussi une poésie naturelle. Titov, à l'entraînement, récite des poèmes de Pouchkine pour tromper l'ennui d'un séjour fastidieux dans une chambre d'isolement. Как я желал тогда с волнами коснуться милых ног устами. Нет, никогда, средь пылких дней, кипучей младости моей, я не желал с таким волнением лобзать уста молодых орбит, или розы пламенных планит, и перси полные томления. Нет, никогда порыв страстей так не терзал души моей. Опять тоска, опять любовь. Но полно прославлять надменной болтливой лиры своей. Popovitch, lui, préfère entonner le temps du muguet dans l'autocar qui le mène vers sa fusée. Personne n'en doute en URSS. C'est un soviétique qui, le premier, mettra le pied sur la Lune. Quand? Bientôt. Comment? Personne ne le sait. Mais chacun est convaincu que les hommes de science qui préparent le grand voyage le mèneront à bonne fin. Chez les enfants, l'enthousiasme pour l'espace se traduit, comme on le voit souvent en URSS, par une application disciplinée, un effort mené avec un très grand sérieux. Nous sommes dans la section des apprentis cosmonautes au club des pionniers de Moscou, qui groupe des adolescents de 12 à 16 ans. Garçons et filles viennent ici plusieurs fois par semaine, discipliner leurs muscles, vaincre l'appréhension, le vertige, l'étourdissement, sur les mêmes machines qu'utilisent réellement les cosmonautes.
Ils savent bien qu'ils ne seront pas tous des Gagarine ou des Valentina Tereshkova, mais tous en rêvent.